Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je m'appelle Gabriel, je suis ingénieur IA et expert dans le domaine, dans la conception de l'architecture de solutions d'intelligence artificielle et de leur mise sur pied. Aujourd'hui, je vais vous dire en quoi est-ce que les grandes entreprises, et ceux d'ailleurs justement les plus grandes entreprises d'ailleurs, n'arrivent toujours pas à mieux mettre sur pied des solutions véritablement de type intelligence artificielle. Aujourd'hui, on sait déjà très bien que la bataille se situe entre les géants américains, d'accord? On va pas tous les citer, Google, OpenAI, Anthropic, etc. Mais toutes les autres entreprises dans le monde entier bataillent aujourd'hui pour pouvoir mieux capter la valeur par rapport à ce que l'intelligence artificielle est capable de fournir, et notamment à travers les solutions basées sur les grands modèles de langage et de tout ce qui peut en dériver, tel que la mise sur pied des agents intelligents. Donc, sur ce dernier point, les agents intelligents, aujourd'hui en 2026, et d'ailleurs aux États-Unis, il y a des sondages, il y a des chiffres très nets là-dessus, toutes les entreprises voudraient mettre sur pied un agent intelligent. Si vous me suivez dans cette vidéo aujourd'hui, et si vous voulez vous former à l'intelligence artificielle, si vous voulez acquérir des bases sur l'intelligence artificielle, il ne suffit plus simplement de savoir comment fonctionne un grand modèle de langage, un LLM par exemple, d'accord? Bien sûr que c'est la base, donc Large Language Model, ok? Mais il vous faut également comprendre comment donner une direction à ces types de solutions que sont donc les grands modèles de langage. Et pour cela, il vous faut avoir un magasin, si je peux m'exprimer ainsi, deux notions essentielles. L'architecture des agents intelligents. D'accord? Comment architecturer, d'accord, un agent IA. Et je rajouterai la compétence sur le prompt engineering. D'accord? Il vous faut ces deux compétences. L'architecture, donc au préalable, comprendre comment fonctionne un grand modèle de langage, ce qui est assez basique aujourd'hui. Je pense que vous qui me regardez là, vous utilisez déjà ChatGPT ou vous l'avez déjà utilisé. Donc vous pouvez demander à ChatGPT comment fonctionne un LLM, un grand modèle de langage, quels sont ses paramètres, qu'est-ce qu'on appelle un paramètre, comment la mise sur pied d'un grand modèle de langage lors de la phase d'apprentissage, aller un peu plus loin que ce qui est présenté sur les interfaces. Comprenez ce qui se passe à l'intérieur, derrière un background. Moi, c'est quand je parle de compréhension, c'est à ce niveau que je me situe. Je suis pas du tout au niveau des interfaces du ChatGPT, non. Donc, parce que je m'adresse ici, j'espère, à un public en tout cas qui voudrait aller beaucoup plus loin que ce qui est présenté sur les outils que vous avez au quotidien. Non, là, typiquement, là, dans cette vidéo et dans toutes les autres vidéos, je m'adresse à celles et ceux qui voudraient changer la donne, impacter réellement le business des grandes entreprises, parce que justement, ces entreprises-là recherchent, et j'en suis la preuve, justement, je vous fais pas d'un retour d'expérience. Donc, ces entreprises-là recherchent des personnes ayant des connaissances et des compétences sur la compréhension des grands mots de langage, l'architecture des agents intelligents, comment on conçoit un agent intelligent dans son architecture. Alors, la partie développeur ou développement et déploiement, ça vient après. Et le prompt engineering, justement, dans l'architecture, pour la mise en œuvre, vous allez avoir besoin de comprendre l'art du prompt. Donc, ce que l'on appelle le prompt engineering. Alors, ceci étant dit, je vous donne une petite entrée, un préambule du pourquoi, de l'importance de mes propos. Aujourd'hui, on va dire le monde est scindé en deux catégories au niveau des solutions d'intelligence artificielle. Nous avons à la base de la pyramide, donc on va dire ici, à la base, les modèles fondateurs. D'accord? Les modèles fondateurs, vous le savez, donc les géants américains pour la plupart, et chinois également. D'accord? N'oublions pas.
ok? Donc, OpenAI, Google et DeepSeek, Magnus, par exemple, etc., qui a été acheté par Meta dernièrement à hauteur de 2,5 milliards de dollars à peu près environ. Bref, vous avez donc à la base de la pyramide, vous avez ces modèles fondateurs. Au-dessus, vous avez justement des modèles qui vont exploiter, et Mistral également, n'oublions pas, Mistral, champion européen, d'accord, aussi, qui est pas mal, même si, bon, je le dis toujours, hein, malgré que, on va dire, en France, on a une certaine forme de fatalité, quelque part, à ne pas supporter, à ne pas encourager, à ne pas investir dans des startups véritablement qui pourraient challenger les géants américains. Je suis pessimiste sur l'avenir de Mistral pour plusieurs autres raisons. Je reviendrai là-dessus plus tard, mais c'est pas le but de cette vidéo. Parce que, évidemment, des retours d'informations que j'ai et de ce que je lis dans plusieurs articles très bien sourcés, d'ici 5 à 10 ans, Mistral ne pourra plus compétir avec les géants américains. Bon, bref, c'est mon avis personnel en tout cas. Mais bon, en tout cas, c'est assez bien argumenté. Donc, vous avez à la base des modèles fondateurs. Au-dessus, vous avez des modèles qui vont utiliser ces modèles fondateurs. Donc, qui vont s'appuyer sur ces modèles fondateurs pour pouvoir bâtir leur architecture. Et maintenant, vous avez donc, après, tout en haut, au dernier stage, donc au dernier, stage, au stade de l'utilisation de ces modèles-là, vous avez maintenant des entreprises qui vont mettre sur pied des agents intelligents. Et ces entreprises-là vont concevoir des agents intelligents basés à la fois sur d'autres. Donc là, ici, vous avez les modèles fondateurs. Quelque part, ici, vous avez une infrastructure qui s'appuie sur ces modèles fondateurs pour fournir d'autres solutions utilisées justement par les entreprises externes, les entreprises privées qui voudraient simplement tirer avantage des capacités, des capabilities de l'intelligence artificielle. D'accord? Et donc, aujourd'hui, nous en sommes à la mise sur pied au sein des grandes entreprises des agents intelligents. Donc, toutes les grandes entreprises recherchent des profils ingénieurs, chercheurs, toute personne en tout cas, ou tout profil ayant des connaissances réelles et concrètes dans la mise sur pied des agents intelligents. Et donc, premier point, c'est ça qui justifie le fait qu'il faut comprendre ce que c'est qu'un modèle fondateur, un type de type LLM, comment on entraîne ce modèle-là. Ensuite, la partie de la mise sur pied des agents intelligents passe par la compréhension des agents intelligents et la capacité de déployer un agent intelligent. Et au préalable, il faut donc savoir comment architecturer un agent intelligent. Qu'est-ce qui fait que, si je vous pose une question très simple, si on vous demande de mettre sur pied un agent intelligent, quelle sera votre méthodologie d'approche pour déployer cet agent intelligent au sein de l'entreprise? Question toute simple, mais avec des grandes difficultés derrière. Donc voilà, typiquement, la connaissance réelle qui se trouve dans l'architecture, conception, développement et déploiement des agents intelligents. Et dans la mise sur pied de ce que je viens de vous citer là, il va falloir comprendre et connaître l'art du prompt, le prompt engineering. C'est pas juste taper un prompt comme vous tapez au quotidien quand vous utilisez ChatGPT pour vous dans un cadre personnel pour poser une question toute simple dans votre usage au quotidien. Non, là typiquement vous êtes en train d'impacter le business, le cœur de l'entreprise, de la core value de l'entreprise, du business pointu au sein de votre entreprise. C'est-à-dire que, question toute simple déjà, à la base, si vous ne savez pas, c'est gratuit, mais c'est ce que j'offre également dans la formation que je suis en train de mettre sur pied. Pour que un agent intelligent puisse agir tel que on a l'habitude de voir au quotidien, tel que l'utilisateur le ressent à travers son interface. Parce que derrière, dans l'architecture, vous avez quoi? Vous avez le fait que ici, un utilisateur, un user, il pose sa question, d'accord? Une requête, il envoie une requête. Et ici, nous avons quoi? Nous avons un module au niveau de l'agent intelligent. Ce module-là va être appelé
un module qui analyse l'intention de la requête de l'utilisateur. Donc, un module, donc intention, qui analyse son rôle, ce module-là, c'est d'analyser l'intention. C'est très profond, hein, les amis. Donc, c'est-à-dire que, alors, prenons, je vous donne le contexte, une entreprise qui exerce dans le BTP, par exemple. Bon, prenons BTP, automobile, etc. Bref, prenez quel que soit le contexte. Bon, prenons ici le cas du BTP. On voudrait que notre agent intelligent puisse se comporter comme un inspecteur des travaux, d'accord? Et cet inspecteur des travaux doit être capable de comprendre la mise sur pied des outils dans un chantier, doit comprendre comment on coule le béton, doit comprendre comment acheminer la matière première sur le chantier, etc. L'utilisateur arrive et pose une question, une requête. Vous savez, lorsqu'on déploie un agent intelligent, soit on voudrait que l'agent intelligent soit uniquement aligné sur le BTP et ne dévie pas en aucun moment sur d'autres questions autres que le BTP, soit on voudrait que l'agent soit en même temps aligné sur le BTP, mais que de temps en temps, il pourrait répondre sur d'autres questions sous des domaines connexes au BTP, d'accord? Tels que la maçonnerie, etc. Puisque ça en fait partie également de manière plus large. C'est-à-dire que dans ce module d'intention, il va falloir que si l'utilisateur pose une question qui n'a rien, par exemple, à voir avec le BTP, bah, que le module d'intention, il renvoie, après analyse et compréhension, en général, c'est un LLM ici qu'on utilise, doté d'un système de prompt, ou bien on entraîne un LLM de manière miniaturisée pour avoir un certain nombre de capacités très très succinctes et fines, entre guillemets, des métadonnées. Ça peut être aussi évidemment un dictionnaire de métadonnées, pour que ce module d'intention soit capable de rapidement analyser la requête de l'utilisateur. Et comme je le disais, si l'utilisateur pose une question qui n'a rien à voir avec le métier, le cœur du business de l'entreprise, le module d'intention renvoie une réponse de manière polie, bien sûr, bien rédigée à l'utilisateur, de repréciser sa question ou de lui dire « Je suis un agent conçu et spécialisé dans le BTP et donc je suis capable de ne répondre qu'aux questions liées à mon cœur d'activité. Et toute autre question, je suis désolé, ou peu importe, enfin, la manière dont le système prompt, justement, va être conçu, c'est là l'importance de faire comprendre ou de dire de manière explicite à l'utilisateur que ce n'est pas mon cœur d'activité. Donc, l'agent intelligent doit dire à l'utilisateur en quoi est-ce que je suis spécialisé et en quoi est-ce que je ne suis pas en mesure de te répondre. Voilà déjà une forme d'intelligence, parce qu'évidemment, dans la vie, on ne peut pas être expert en tout. Vous me posez une question, je ne sais pas, sur la cuisine, j'en sais rien, moi je ne sais pas, je ne suis pas expert là-dedans. Mon domaine, c'est l'ingénierie, c'est les mathématiques, c'est la physique, c'est les agents intelligents, c'est l'intelligence artificielle. Là, je pourrais vous apporter une réponse. Donc, vous voyez, c'est typiquement ça. D'autre part également, admettons maintenant que l'utilisateur pose une question réellement dans le cœur du métier de l'agent intelligent, mais une question complexe. C'est là où le module d'intention a toute sa valeur. Parce que plus la question de l'utilisateur, plus l'intention de l'utilisateur va être axée dans une demande de questionnement assez poussé, quelque part, c'est là où on voudrait tester la robustesse de l'agent intelligent. Et ça passe par ce module d'intention, capable justement d'analyser tous les éléments importants dans la requête de l'utilisateur, d'accord? Et à partir de là, le module qui se trouve au cœur de l'agent intelligent va décider de router, donc routage, de router cette requête en fonction des sous-agents intelligents au cœur de notre ensemble d'agents intelligents, capables de traiter comme ça chaque sous-agent, par exemple,
va traiter une partie de la requête. Donc là, c'est par exemple un schéma en parallèle où le traitement se fait ici en parallèle. Donc c'est-à-dire que l'information a été bien analysée, bien comprise, et maintenant, ce module va décider d'affecter à chaque sous-agent, d'accord, au cœur de l'agent intelligent, de dire, toi, tu traites telle partie, toi, telle autre partie, et ainsi de suite, dans un schéma sous forme parallélisée, d'accord, une architecture en parallèle, et à la fin, il y aura un module d'agrégateur qui va donc récupérer l'ensemble de ces informations pour apporter plus de contexte et prolonger, par exemple, avec un LLM pour fournir une réponse finale à l'utilisateur. Mais typiquement, l'architecture derrière, c'est ce qui se passe. Et dans ce cadre-là, il faut, la première difficulté, bien mettre sur pied ce module d'intention. Donc, ça peut être un LLM très simple, avec doté d'un prompt aussi bien spécifié, bien écrit, d'accord. C'est pas juste tu es un assistant dans l'immobilier, réponds à ces questions. Non, pas du tout. C'est vraiment bien détaillé. Et plus le prompt est si bien détaillé, bien spécifié, bien sûr, il y a encore d'autres éléments importants à signaler, mais à minima, il faut déjà s'assurer que ce soit bien écrit. Dans les règles du prompt engineering, d'accord, avec un exemple, avec des exemples en few shot, avec par exemple du prompt chaining, etc. Je reviendrai là-dessus pour plus tard dans d'autres vidéos, mais ce module d'intention est très essentiel pour déjà comprendre la structure et la compréhension du utilisateur, et après, par la suite, donc dans une forme ici, dans un cas bien spécifique, dans une architecture en parallèle, de router les éléments importants de l'intention de l'utilisateur à d'autres sous-agents au sein de notre agent global pour que chaque sous-agent traite une partie de l'information et après traitement final, on va agréger ces informations-là parce que nos sous-agents intelligents ici vont être dotés des capacités d'appel des outils STN tels que les API, des bases de données, des fichiers au sein de l'entreprise mis à disposition pour que ces sous-agents aillent chercher l'information de l'utilisateur. Bref, ça devient un peu compliqué, mais si vous comprenez ça, vous commencez à comprendre ce qui se passe derrière quand vous utilisez par exemple aujourd'hui des solutions telles que Lovable pour mettre sur pied concevoir des sites internet de manière très rapide et bien d'autres outils de ce genre. Parce que derrière, c'est ce qui se passe lorsque vous voulez entrer une information. Votre information, elle est décortiquée par un module d'intention, et ce module d'intention, justement, va dispatcher au sein de l'agent, soit par une forme d'architecture en mode parallèle, ou soit par une forme d'architecture, ça peut être un prompt chaining, ça peut être également une architecture beaucoup plus simple, mais en fonction de ce qui a été décidé. Donc, de toute façon, il y a donc des appels à différents types de bases de données, à des fichiers STN, à des API, parce que ces bases de données, fichiers STN, API, contiennent les informations qui sont au sein de votre question. Et cette question-là a été décortiquée sous forme d'intention. Vous voyez? Bon, je vais m'arrêter là. Voilà ce qui vous attend lorsque l'on se dit expert dans la mise sur pied des solutions d'intelligence artificielle. Ce qui n'est pas dit généralement. Je pourrais d'ailleurs, bien sûr, vous montrer d'autres cas beaucoup plus complexes, mais la priorité pour moi déjà, c'est de mieux vous faire comprendre avec un tableau simple ce qui se passe dans les programmes informatiques. On verra concrètement plus tard comment on implémente tout ceci, par exemple en utilisant des outils tels que Google ADK. Alors, vous pouvez utiliser Google ADK à LangChain, par exemple, d'accord, le framework LangChain qui est doté de son extension LangGraph, ok. Ça aussi, c'est très important. Ou Crew AI. Alors, donc ça, ce sont donc les frameworks qui vont vous permettre de développer rapidement vos agents intelligents virtuels. Après, libre à vous d'utiliser une extension d'assistant code. Moi, je vous conseille d'utiliser Google ADK parce que vous avez déjà Gemini Code qui est intégré.
Gemini Code en tant qu'assistant qui vous permet de développer. Après, vous pouvez utiliser, comme je disais, Crew.ai ou LangChain si vous prenez par exemple d'autres assistants de développement tels que Claude Code, qui est pas très mal aussi d'ailleurs, qui est même très bien. Libre à vous en tout cas, mais aujourd'hui vous avez tous les outils. Mais avant d'entrer dans l'utilisation, l'usage de ces outils-là, c'est parce qu'il faut comprendre au préalable comment fonctionne l'architecture des agents intelligents, ce qui se passe derrière, comment la question de l'utilisateur doit être décortiquée pour que cet utilisateur ait l'impression réellement qu'on a répondu à sa question. Et pour répondre à cette question-là, je vous ai esquissé un exemple ici à travers le module d'intention, comment il était doté d'un LLM et d'un système prompt, par exemple, ou d'un LLM qui a été entraîné sur un jeu de données assez restreint pour mieux focaliser l'agent intelligent dans le domaine de l'entreprise en question. Et par la suite, comment les informations peuvent être traitées par d'autres sous-agents, parce que ces sous-agents vont être dotés des capacités d'appel à des fichiers STN, des bases de données API, etc. Voilà. On s'abonne, on like. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo de compréhension sur l'intelligence artificielle et de comment ces solutions de type agent intelligent fonctionnent véritablement. Merci les amis, restez concentrés. Au revoir.